Bonjour à tous et à toutes, c'est Prépa ESH. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'inflation. On abordera ici les repères et les définitions importantes à connaître afin d'être le mieux armé possible pour une dissertation sur ce cours-là. Alors c'est un cours, ou plutôt une vidéo introductive, et ne vous inquiétez pas si vous avez commencé à suivre la chaîne pour le commerce international, celui-ci sera poursuivi dans d'autres vidéos, mais comme je sais que tous les professeurs de SH ne suivent pas forcément la même trame, il m'a semblé agréable d'ajouter une autre notion, ou du moins un autre cours, afin d'avoir plus de diversité. Sans plus tarder, commençons. Alors l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est la hausse générale, auto-entretenue et cumulative des prix. C'est aussi la perte du pouvoir d'achat de la monnaie ou la baisse du prix de la monnaie par rapport à celui des autres biens. La monnaie ici est conçue comme un bien comme les autres. Alors, il faut distinguer de nombreuses conceptions qui sont associées à celle de l'inflation. On a d'abord l'hyperinflation, qui, comme son nom l'indique, n'est qu'une inflation très élevée, en général supérieure au moins à 50% par an. Certains économistes s'accorderaient pour dire plutôt 100%. C'est le cas de l'Argentine aujourd'hui, de la République de Weimar en 1923, encore du Zimbabwe de nos jours. Une autre définition importante est celle de l'inflation rampante. Alors, opposée un petit peu à l'hyperinflation, l'inflation rampante est une inflation qui est faible et plutôt peu volatile. Une inflation de ce genre-là a été vécue lors de la grande modération dans les années 90 ou encore lors de la Belle Époque, en Europe en tout cas. Une autre conception liée à l'inflation est celle de l'inflation galopante, qui, contrairement à l'inflation rampante, est une inflation qui est à un taux plutôt soutenu, on va dire supérieur à 5%, et qui a une volatilité plutôt importante. C'est l'inflation des 30 glorieuses, par exemple. L'inflation sous-jacente, quant à elle, est un outil développé par les économistes et aussi très utilisé par les pouvoirs publics afin de mesurer, disons, l'inflation structurelle, la santé de l'économie. Alors l'inflation sous-jacente se calcule comme suit. Il s'agit de l'inflation de laquelle on va venir soustraire tous les produits dont le prix est trop volatile. Par exemple, on peut penser aux fruits et légumes dont les prix varient très souvent, mais aussi les produits qui sont liés à des réglementations ou à des subventions de l'État. Pour les produits réglementés, on peut penser au tabac ou à l'alcool, par exemple. Maintenant que nous avons vu les différents types d'inflation, il faudrait que l'on s'intéresse à une autre définition qui est importante, et même deux définitions, je dirais, qui sont importantes et qui sont souvent confondues par les élèves. Il s'agit de la déflation et la désinflation. Les deux mots se ressemblent. Alors, la déflation est l'opposé symétrique de l'inflation. C'est un mouvement cumulatif de baisse du niveau général des prix. Là où la désinflation, elle, est une baisse de l'inflation. Et cette baisse-là, elle peut être voulue par l'État à travers des politiques, ou alors due à des mécanismes plus marchands, à des chocs d'offres, par exemple. Nous rentrerons plus en détail sur l'aspect théorique de l'inflation, mais pour l'instant, restons sur des petits repères. J'ajouterai que il y a des bornes de l'inflation qui ont été fixées par la BCE, qui a été, lors de sa création, s'est inspirée du paradigme monétariste et qui insiste sur la stabilité des prix. Les bornes de l'inflation fixées par la BCE sont entre 1,5 et 2%. On verra qu'elles n'ont pas toujours été respectées. Finalement, on peut se demander quelle est l'utilité pour l'INSEE de mesurer l'inflation, et même pour les autres États en général. Alors, mesurer l'inflation, ça permet de créer des déflateurs. Alors, lorsqu'on crée des déflateurs, on peut par exemple, on arrive à approximer
la valeur réelle de certaines variables de l'économie, comme le PIB ou le taux d'intérêt. Ainsi, il est important que pour parler de croissance, on parle bien de PIB réel hein, et pas d'un PIB uniquement dû à l'inflation. Si à une année N, j'ai une production de 1000 et à une année N plus 1, j'ai une production de 2000 avec une inflation de 100%, vous vous rendez bien compte que finalement ma production est restée constante et que je n'ai pas cru du tout. Ces déflateurs du PIB et du taux d'intérêt ne sont pas calculés à partir de l'IPC, mais à partir de l'IPP, à savoir l'indice des prix à la production. Cette distinction n'est pas très importante, mais elle est à garder en tête. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas l'IPC qu'on utilise? Parce que il s'agit, lorsqu'on mesure le PIB ou le taux d'intérêt, il s'agit des variables où l'offre a un poids plus important que la consommation. Et donc, il faut connaître les variations des prix de production et non pas celles des prix de consommation qui peuvent fausser par les marges l'information qu'on aurait au final. Voilà, alors on essaiera plus tard de s'intéresser aux aspects historiques et théoriques de cette théorie, mais voilà déjà pour une petite introduction sur l'inflation. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez creuser. Il y a aussi une boîte mail en description sur laquelle vous pouvez me contacter pour des conseils. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle aventure économique.